Et en 2016, j'ai lu un rapport disant en 2030, il n'y aura plus besoin ni de stagiaires en cabinet d'avocats, ni de jeunes collaborateurs avocats. Et il n'y avait pas l'IA à l'époque? Bien avant l'IA. Hein. Et ça a été pour moi le déclic. Et je me suis dit, option 1, on ferme l'école, ou option 2, on fait les choses différemment. Les illuminés du droit, alors, des parcours incroyables, on en a déjà eu quelques-uns. Des personnes inspirantes, on en a eu des entrepreneuses, on a eu des gens qui étaient des aventurières. Mais alors là, aujourd'hui, je reçois, et je l'avais reçu au Transfo Droit, lorsque l'on faisait nos petites tables rondes, des moutons à 5 pattes, des illuminés du droit et toutes ces choses-là. Vous n'étiez jamais sur scène et on a enfin réussi à vous avoir cette année. Enke Kebede, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour l'invitation, merci de l'avoir acceptée. Merci d'être venu toujours de Strasbourg. Toujours fidèle. Toujours fidèle à cette ville. Alors, on s'est connus là-bas. Vous avez été pendant plus d'une dizaine d'années la directrice de l'école d'avocats avec une croisade pour l'innovation, puisque moi, je vous ai rencontré au Legal Geek à Londres. Et à l'époque, vous étiez au début de cette innovation à l'intérieur des écoles de droit. Alors, on va reparler de tout ça parce qu'aujourd'hui, vous faites de l'intelligence artificielle. Toujours, vous essayez de l'enseigner. Donc, vous avez toujours vraiment chevillé en vous cette volonté de faire apprendre aux gens. C'est quoi votre secret? Pourquoi vous voulez sauver le monde? Sauver les jeunes, probablement. Ouais. Parce qu'on a cette responsabilité quand on est à la tête d'une école d'avocats ou même quand on est formateur, simple formateur. On a un peu cette responsabilité quand même sur les épaules de dire on forme des gens pour demain. Donc on doit connaître le demain. C'est ça qui m'a toujours obsédée, au fait, les compétences de demain. Parce que quand on est dans le monde de l'éducation, de la formation au sens large, c'est demain qui est intéressant, pas aujourd'hui. Oui, enfin c'est même après-demain, puisque ce que vous dites, c'est je dois développer une vision, nos premières conversations, pour comprendre ce qui dans 10 ans sera demandé par le marché, pour apprendre aux jeunes à se préparer à ce qui va les attendre dans 10 ans. Donc c'est quand même beaucoup plus visionnaire. Alors comment vous avez fait? Vous avez commencé par où? Parce que c'est un monde assez classique, celui de l'enseignement des écoles de droit. Surtout à l'époque, il y a 10 ans. C'est vrai, il y a 10 ans, c'était encore autre chose. C'est très classique, on est quand même dans l'économie de la connaissance qui est transmise, c'est très classique dans le milieu juridique, on se connaît bien. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est en 2016, où j'ai lu un rapport, je pense que c'était du Boston Consulting Group, qui faisait une projection en 2016, en disant en 2030, il n'y aura plus besoin ni de stagiaires en cabinet d'avocats, ni de jeunes collaborateurs avocats. Et il n'y avait pas l'IA à l'époque? Bien avant l'IA, c'était bien avant l'IA, mais avec l'évolution de cette technologie, avant même qu'on parle d'IA, il y avait cette projection-là. Et ça a été pour moi le déclic. Et je me suis dit, alors soit il faut arrêter de former, soit il faut faire bouger les choses. Oui, c'était option 1, on ferme l'école, ou option 2, on fait les choses différemment. Alors différemment, expliquer notamment, donc il y a tous les éléments d'innovation pour être au goût du jour, mais il y a aussi toute la partie entrepreneuriale qui était assez nouvelle, même si une profession libérale, c'est un entrepreneur, mais tout le monde avait un petit peu oublié, semble-t-il. C'était presque un gros mot, dire avocat entrepreneur à l'époque. Aujourd'hui, ça semble une évidence, mais avocat start-upper ou avocat entrepreneur, ce n'étaient pas des mots qui se conjuguaient ensemble. Et c'était très important, en fait, d'avoir une vision avant tout ça. Et on a pris une année avec des avocats un peu visionnaires aussi de l'époque, et puis les élèves avocats, on a essayé d'établir un rapport qui s'appelle l'avocat post-révolution numérique, en 2016 déjà. Et on a essayé de réfléchir et sur le contenu, et où va le monde, et comment va se structurer les compétences, etc. Et aussi, il n'y a pas que le droit qui évolue, il y a aussi l'apprentissage, la formation, et fait aussi sa révolution, encore aujourd'hui avec l'IA. Et il fallait aussi innover dans la façon d'apprendre. Donc, d'où cette création de l'école d'innovation, où on faisait de l'apprentissage par le faire. Alors, c'est du reverse mentoring, c'est de l'apprentissage in situ, c'est créer son projet, en fait, même si on n'en a pas envie. Voilà, c'est créer son projet sans avoir rien et savoir se débrouiller.
C'est là qu'a démarré l'histoire d'amour avec le CNB. On a reçu Nathalie Goutalan, qui garde des souvenirs émus du coaching que vous avez fait quand elle est passée. J'ai toujours adoré effectivement les élèves et les jeunes. Et c'est vrai, j'ai participé, enfin surtout les élèves de l'ERA, j'avais beaucoup participé au concours de projets innovants du CNB. Et donc, mais ça m'a permis moi aussi de voir d'autres talents et d'autres pépites qui étaient dans d'autres écoles. Et elle fait partie de ces pépites-là incroyables. Parce que vous avez connu en plus le moment où les écoles changeaient un peu. Donc, Benoît Dumontet était un programme, alors là, très travail, très dans le fond, mais original parce que fondé sur la pratique. Le FB lançait le lab. Il y avait quand même un foisonnement qui était important. C'est vrai. Il y avait cette ouverture, et c'est ça que j'aime bien aussi chez Benoît, c'est cette ouverture vers les futurs employeurs, les futurs clients des jeunes avocats. C'était ça le problème d'avant, c'est que c'était quand même très juridico-juridique. Ouais, futur employeur. Ou futur employeur, oui. Parce que plutôt que futur client, une nouvelle génération qui fluctue entre le monde de l'entreprise et les cabinets d'avocats, oui. Alors, nouvelle génération, on va dire un petit mot, parce que je sais que vous êtes extrêmement tolérante avec la nouvelle génération, ce qui n'est pas du tout mon cas. Vous les trouvez comment, vous? Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est un fait. Je réalise, moi je fais juste un constat. J'ai eu cette chance et ce privilège effectivement de côtoyer beaucoup de jeunes. Et j'étais vraiment très proche, et j'essayais de voir leurs aspirations. Effectivement, et ce n'est pas que les juristes, c'est un phénomène global, générationnel, mondial, tout métier confondu. Mais il y a quelques différences, ils ont quelques nouvelles aspirations, quelques nouvelles visions sur leur profession. Mais en tout cas, on n'est plus sur le schéma de ce qu'on a connu, peut-être, parce qu'on est d'une autre génération, des jeunes qui rentrent dans un cabinet. Moi, vous êtes toujours jeune. Non, pas du tout. Et donc, qui rentrent dans un cabinet, dans une entreprise et qui fait une carrière de 30 ans, ça c'est fini. Et ils ont d'autres visions du monde, de leur profession, avec l'équilibre vie privée, vie professionnelle, et puis la recherche de sens surtout. Recherche de sens qui est devenue de plus en plus prégnant et qui sont, eux, pour le coup, capables de faire un autre métier qui n'a rien à voir si les métiers du professionnel du droit ne leur conviennent pas. Alors, métier du droit, c'est vrai qu'on associe ça avec les diplômes en droit et toutes ces choses-là, mais il y a tout un écosystème autour du droit. Nathalie nous en a un petit peu parlé autour de la sécurité alimentaire, où en fait, il n'y a pas que des avocats qui sont autour d'elle. Mais est-ce que ce n'est pas un élément important d'apprendre à travailler avec d'autres, et peut-être que dans votre projet Magnum et l'intelligence artificielle sur laquelle vous travaillez, est-ce qu'on n'a pas vraiment des questions à se poser au-delà de l'éthique des algorithmes? Tout est lié à l'éducation. L'université forme au droit, point. Oui, et uniquement pas un au droit. métier. Pas un métier et pas en contact avec d'autres professionnels. Et ça reste toujours le cas. Donc, c'est le travail des autres écoles ou de la formation que de créer ce lien qui n'existe pas en réalité. Donc, dans le métier du droit, on est obligé d'avoir des parenthèses, de créer des situations où plusieurs métiers se confrontent, collaborent, etc. Ce sont des notions totalement nouvelles. Ça, c'est la première chose. Oui. Et c'est vrai avec Magnum Legal Club, donc mon nouveau projet, avec 2 autres associés. On est 3. Dont on peut parler si vous le souhaitez, sauf s'ils sont anonymes. Ah oui, non, ils ne sont pas anonymes. ils sont très connus. Alors, j'ai 2 associés formidables. C'est Vincent Guiguen, qui est un peu l'architecte, parce qu'il a plus de 20 ans d'expérience dans le recrutement, dans les cabinets d'avocats. Fabrice Maulion, qui est l'inoxydable Fabrice Maulion. Je le présentais, qui est l'innovateur couteau suisse, qui sait très bien, mais qui a, lui, déjà, en 2014, avait écrit un ouvrage sur les soft skills, c'est pour dire. Oui, on devrait faire venir aux illuminés du droit, parce qu'il aurait sa place. Oui, ah oui, il mérite absolument sa place, parce qu'il était aussi très en avance. Et donc, à 3, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais on est parti surtout d'un constat. L'arrivée de l'IA qui est en train de transformer le métier de tous les professionnels du droit, qui est en train de reconfigurer complètement les compétences du juriste de demain. Et aussi, je reviens sur cette nouvelle génération, parce que c'est une équation à plusieurs inconnus, parce qu'il n'y a pas que la technologie, il y a aussi cette nouvelle génération qui est là. Et avec tout ça, comment on construit le cabinet d'avocats ou la direction juridique de demain. On est parti donc avec nos 20 ans d'expérience sur ces sujets-là complètement transversales,
à essayer de proposer quelque chose de cohérent et une réflexion et un peu de recul par rapport à tout ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu en train de courir vers l'IA et de mettre en place le premier modèle, etc. Mais personne n'a pas, enfin, beaucoup de gens n'ont pas encore songé à le déploiement, parce que c'est pas que technologique, c'est une relation humaine. C'est-à-dire, Ce que je constate aujourd'hui par rapport à des cabinets qui sont, ou des directions juridiques qui ont beaucoup d'avance et qui ont déjà mis en place des IA maison, je constate qu'ils ont l'outil, mais ils n'ont pas réfléchi à la partie humaine. Donc, ce qui fait que malgré ces outils-là, il y a une vraie réticence, parce que l'être humain n'aime pas le changement, hein, c'est pas un scoop. surtout l'avocat. Particulièrement les juristes, hein, voilà, je dirais, au sens large. Ah oui, même les juristes d'entreprise, oh, pas de chance. Alors, en fait, c'est partie intégrante de notre éducation, hein, donc c'est un peu difficile, on n'est pas trop pour le changement. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a des vraies frictions aujourd'hui, et il n'y a pas eu une réflexion globale de dire, OK, on ne va pas juste brancher l'IA dans la direction juridique au cabinet d'avocats. Ce n'est pas ça la solution, c'est qu'il faut une vraie réflexion. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça implique? Comment on va travailler demain? Comment tout ça? Voilà, comment on va travailler demain et comment on va déployer efficacement, comment on va faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Et ce qu'il ne faut pas former les gens, parce que ce n'est pas juste les former à l'IA, c'est une transformation complète du métier. Alors, qu'est-ce que vous rajoutez? Parce que l'IA, c'est déjà une connaissance technique à avoir, mais qu'est-ce que vous mettez en plus, sachant qu'on a quand même fait un peu de progrès sur les soft skills, mais pour vous, c'est pas au niveau de l'interaction entre individus, de la capacité à manager, sont tous ces éléments-là pour vous qui vont être essentiels? Ah oui, c'est une transformation complète, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision stratégique avant de déployer l'IA et de commencer à brancher les machines. C'est qu'il faut avoir une vision globale déjà des talents qu'on a sur place. Est-ce que les juristes qu'on a en interne sont capables de survivre à cette transformation-là ou pas? Est-ce qu'il faut les accompagner? Est-ce qu'il faut les redéployer peut-être autrement? Parce qu'il n'y aura pas que du droit. Est-ce qu'il faut fermer? Pas totalement fermé, ça je crois pas. Non, vraiment je crois pas, parce que c'est un peu dommage, puisqu'on a recruté sur des connaissances en réalité, sur des diplômes aujourd'hui. On recrute très rarement sur des personnalités ou sur les autres atouts d'une personne. Et c'est ça qui va changer. C'est un peu notre ADN, c'est ça, on connaît très bien le recrutement. C'est quel est le recrutement 3.0? Déjà, on ne va plus recruter. On va recruter des personnes qui vont travailler à égalité pratiquement avec une machine. Donc, les compétences vont être complètement mélangées. Donc, comment on fait pour recruter? Comment on fait pour mettre une offre d'emploi pour ce type de travail? On n'a pas encore réfléchi à ça. Donc, c'est ça notre plus-value, elle est là, c'est de montrer, d'accompagner dans cette création de nouvelles valeurs, au fait. Mais ça veut dire qu'en fait, ça va assez loin, parce que ça veut dire que l'avocat tel qu'il est formé aujourd'hui n'est pas compatible avec cette utilisation de demain. Non, ça c'est sûr. Ça veut dire que lorsque vous parlez de management, oui. Manager un avocat qui est une profession libérale, ben, ça n'existe pas dans les manuels de management aujourd'hui. Voilà. Donc c'est déjà ça, c'est carrément à créer. Ça, le management, le talent management ou même le management 3.0 est à créer, parce que le manager aujourd'hui en cabinet d'avocat ou en direction juridique va gérer des machines et des hommes en même temps. Donc comment il fait cette coordination entre les deux? C'est pas encore réfléchi, ça. Et comment il récompense les uns et les autres? Ben oui, absolument. Comment on fait cet équilibre-là? C'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle coopération, une nouvelle collaboration qui se crée. Et pour l'instant, personne n'a cette formation-là. Donc c'est un peu ça notre accompagnement, c'est de dire comment on fait. Ah si, vous, puisque vous allez la vendre. Ben, nous, on a la chance d'avoir ces talents-là. On a des experts en recrutement, on a des experts dans l'innovation. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur les compétences, bien sûr. J'ai fait le référentiel compétences de la profession d'avocat en 2022, mais il faut déjà pratiquement le refaire. Donc ça va, je vais commencer. Qu'est-ce qui a changé en fait depuis 2022, à part l'IA dont tout le monde parle, c'est un peu la période? L'IA a fait que même les activités, les compétences clés, on ne va pas les utiliser de la même façon. Enfin, quand on parlait en tant qu'avocat, par exemple, il faut savoir rédiger des conclusions ou des textes. Ben, maintenant, est-ce qu'il faut le dire comme ça? Non, il faudra savoir rédiger. Ah, vous ne croyez pas que si on relie une machine, ce serait bien de savoir rédiger quand même avant? Mais le travail a changé, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne rédige plus avec un papier et un stylo. Aujourd'hui, on rédigera avec l'IA.
Demain, enfin déjà aujourd'hui, mais demain, on va rédiger avec l'IA. Donc la compétence clé, ça ne sera pas de la rédaction telle qu'on l'avait conçue avant, mais ça sera la compétence de comment je vais relire la production de l'IA. C'est déjà une autre compétence qui n'existait pas en 2022 quand j'avais fait le référentiel. Mais ça veut dire en fait que toute la partie d'éducation classique des 3 premières années de la fac de droit, on les garde ou on les enlève? Non, il faut garder. Non, non, les connaissances, même si on est rentré vraiment dans l'ère de la connaissance gratuite et accessible, on doit maintenir cette connaissance-là. Par contre, dans la méthode d'apprentissage, on doit peut-être un peu évoluer. Aujourd'hui, puisque je fais autant les juristes que l'éducation et la formation et l'innovation dans les deux catégories, aujourd'hui... Donc autant juriste d'entreprise qu'avocat, c'est ça? Tout à fait. Mais je vois les évolutions autant dans le monde du droit que dans le monde de l'éducation. Alors, quand vous dites nouvelle façon d'enseigner, c'est par exemple au CAPA, on enlève les codes et on met une IA, et après tout, ce qui est important, c'est le résultat qui sort et sa qualité? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'initiatives, effectivement, sur l'intégration de l'IA dans la formation. À quel moment et à quel niveau on l'intègre. Ça, c'est des vraies réflexions qui sont en cours. Je fais partie d'une communauté, justement, sur l'apprentissage là-dessus. Mais c'est surtout, il y a une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut enseigner de façon totalement personnalisée. Moi, j'ai connu effectivement l'amphithéâtre avec 300 personnes et un prof qui nous racontait la même chose. Bon, aujourd'hui, avec l'IA, on peut accélérer absolument tout ça avec 2-3 heures de cours, mais très personnalisé. Personnalisé, et je sais que vous êtes sensible à ces questions-là de handicap. Qui sont très très importants. Donc les outils IA de l'enseignement, en tout cas aujourd'hui, permettent de prendre en considération tout ça, le rythme, le niveau, l'humeur. Oui, il faut juste qu'on sache si les personnes sont en situation de handicap, ce qui, quand vous êtes enseignant à l'université, pour l'instant, n'est pas le cas. C'est très difficile. Comme moi, quand on a 300 personnes en face de soi, c'est quand même humainement très compliqué. Alors qu'aujourd'hui, avec des outils d'IA, on peut complètement personnaliser la formation. Et ça veut dire qu'on est chez l'Ami Liaison dans leur studio. Ils ont aussi un rôle à jouer, peut-être beaucoup plus fort que d'être les agents de bibliothèque qu'on a connus dans notre jeunesse. C'est aller beaucoup plus loin sur ces technologies d'accompagnement des écoles et des universités. Tout à fait. Ce n'est pas seulement dans la création des outils, et je pense que tout le monde va s'y mettre, et ils ont la chance d'avoir une base de données quand même qui a un capital énorme. Mais c'est de créer des outils complètement appropriés, mais aussi d'accompagner. Parce que ce n'est pas que les outils, il y a aussi beaucoup d'accompagnement qui est nécessaire. Puisque par définition, tout le monde a peur que son métier disparaisse avec l'IA. Et les juristes ne sont pas exclus de ça. Et là, il faut un vrai accompagnement de voir qu'est-ce que l'IA peut faire et qu'est-ce que l'avocat peut apporter comme plus-value. Oui, ça veut dire travailler sur la valeur, que l'on soit avocat, juriste d'entreprise. C'est en bout de course, en fait, qu'apporte mon service. La chaîne de valeur, oui, est complètement retravaillée. Et ce qui va se passer si on ne fait rien, c'est qu'avec l'IA, on n'a besoin que de spécialistes. Parce qu'il n'y a que des spécialistes qui peuvent absolument... Oui, d'un autre côté, quand vous regardez certains cabinets où il n'y a que des spécialistes en randonnion, les clients sont assez contents d'avoir des gens qui ont un petit peu de hauteur de vue et qui sont capables justement de déborder de leur spécialité. C'est un peu la signature chez De Gaulle Florence, mais je ne suis pas honnête, mais quand même, c'est un élément important d'arriver à décloisonner le droit, et finalement l'IA est déjà la possibilité d'avoir accès à des ressources documentaires assez larges avant l'IA. Oui. Ça a quand même ouvert le jeu, et pourtant on a l'impression que le marché demande plus de spécialisation. Oui, parce qu'il faut lire ce que produit l'IA. Et ceux qui peuvent lire la production de l'IA sont les spécialistes. Moi, je peux produire quelque chose avec l'IA sur l'industrie aéronautique. Est-ce que je serais capable de l'évaluer? Non. Donc, il faut quand même être un spécialiste de la matière pour évaluer ce que l'IA produit. Donc, il y aura ce problème, je pense, à terme, c'est qu'il n'y aura que des spécialistes qui seront dans les cabinets et dans les directions juridiques, parce qu'on n'a plus besoin de stagiaires et de jeunes collaborateurs, etc. Il y aura un problème à un moment. C'est un peu ça, il y aura un problème parce qu'il faudra être vieux dès le départ, ou voilà. Comment est-ce qu'on éduque les jeunes? Oui, le problème, c'est qu'on ne peut pas accélérer et devenir spécialiste en un mois, ni en 2 ans d'école. Donc ça veut dire avoir des binômes et revenir à des choses que j'avais vues quand j'étais jeune, où le manager était chargé avec son stagiaire, le café, les photocopies et toutes ces choses-là? Non, je pense qu'on ne va pas revenir aux photocopies et au café, mais en tout cas, c'est des vraies questions. On chargeait en fait le personnel, entre guillemets, subalterne ou moins expert, avec des managers, parce que les clients, en fait, ne voulaient plus
payer des jeunes. Je vous parle de Oui, l'époque de mes 15 années de chiffres, hein, où le métier d'auditeur était déjà industriel avant celui des juristes. Mais c'est un petit peu la même question. Je suis prêt à payer l'expérience. oui. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, cette expérience, si on veut préserver pour demain la jeunesse et nos futurs vieux, on a intérêt à garder le même prix et pas anticiper des baisses de prix sur le prix du droit, alors. Oui, donc pour éviter ce décalage et ne pas embaucher des jeunes pour faire des photocopies et le café, il faudrait que l'université ou les écoles changent ce profil du jeune collaborateur et du jeune stagiaire. Oui, et qu'ils en fassent un vieux, en fait. Un vieux ou quelqu'un qui, on a parlé tout à l'heure, qui sait faire autre chose, c'est-à-dire il connaît une industrie, il connaît le droit, Ouais. ok, il a fait le droit fiscal, très bien, mais on va le recruter non pas pour le droit fiscal, mais parce qu'il connaît très bien le domaine de l'alimentaire. On en Oui, parlait mais tout à c'est ce que l'heure, disait par exemple. Nathalie Goutalan, finalement. Voilà. Les juristes, je me démerde. Voilà. Par contre, des gens qui connaissent et qui aiment l'alimentaire, finalement, c'est le plus Voilà. important. Ou l'aéronautique, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui pousser La les texture jeunes, sectorielle est importante. voilà, le sectoriel, et peut-être venir en cabinet ou en direction juridique pour justement accompagner aussi les plus âgés, je veux dire les seniors, parce que les technologies évoluent tous les jours. On n'aura pas le temps, malgré tout ce qu'on veut, et moi je passe mon temps tous les jours, hein, vraiment, à me mettre à jour là-dessus, et je fais ça, je préfère à plein temps, vraiment. Et donc on aura peut-être besoin de jeunes avec d'autres casquettes et d'autres compétences, et qui auront peut-être leur mot à dire sur l'évolution, et qui peuvent accompagner peut-être les seniors sur certains points. Mais ça nécessite qu'avant, il y ait cette formation-là. Et c'est là qu'on a, nous, créé ce Magnum Legal Club, justement, où on est en train, on a déjà quelques pépites aussi à la maison, mais soit ces personnes-là ont déjà ces compétences-là, ont cette vision-là, ce qui est bien, ça devient un peu rare, mais pas beaucoup, ou alors nous on les accompagne. On fait une formation spécifique pour apprendre justement tous ces blocs de compétences que ni la fac ni les écoles ne leur donnent. Donc, il faut vous envoyer un CV en disant « Je veux rejoindre Magnum Legal Club ». C'est un peu sélectif, c'est-à-dire nous, on a déjà des personnes avec qui on travaille, on a plus de 20 ans d'expérience, on connaît quand même pas mal de monde, et on a déjà fait une présélection, non pas sur les compétences, parce que les compétences, bon, c'est une évidence, les diplômes, c'est bon, mais sur les soft skills. On a déjà une présélection sur les soft skills, et pour le reste des blocs qui manquent, ben, c'est à nous de les former pour avoir, au final, du sur-mesure, parce que notre façon de faire sera du sur-mesure. On n'a pas vocation à faire 10 000 recrutements par an, ce n'est pas du tout l'objectif, c'est du vrai matching. Je ne sais pas si à l'issue de cette émission, vous me sélectionnerez chez RNQ, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu exposer ce nouveau projet et avoir partagé votre expérience en termes d'innovation et de pédagogie. Il n'y a pas mieux sur Terre, on va le dire. Oh, non. Mais si, on va le dire comme ça. Et en tout cas, on vous réinvitera pour savoir comment a grandi le Magnum Legal Club. Et le temps passe trop vite, on n'a pas de cheminée, on n'a pas de whisky, on n'a pas de choses comme ça. Mais on a Hervé et Tiffaine, des amis de la Mi-Liaison, qui nous font une superbe réalisation et nous permettent d'enregistrer ces illuminés du droit qui, on l'espère, feront que vous aurez envie de revenir nous écouter au mois prochain.